Eh bien, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous évoluons, nous travaillons tous sans le savoir, et depuis qu'on s'est séparés des autres primates pour entreprendre une route bien particulière, celle de la conscience, du développement des idées, des réflexions, la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, la maîtrise progressive du questionnement, eh bien on avance sans le savoir vers cette ultime perfection. Cette ultime perfection, pour schématiser, c'est la création du paradis terrestre. Voilà, cette planète qui peut être un paradis potentiel, on le sait, on le voit quand on s'y promène et qu'on est dans un état de paix, on voit bien que c'est un paradis potentiel. Donc on construit ça, ce paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra plusieurs siècles encore d'évolution sans doute, mais c'est notre destination. Enfin, c'est du moins la théorie que je développe sur ce site mécaniqueuniverselle.net. Et il y a toujours le lien de ce site sur les vidéos. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous pensez que cette théorie a un peu d'intérêt pour les visiteurs de YouTube, eh ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, tout ça augmente la visibilité de l'espace. Et donc, la diffusion de cette idée, l'humanité, selon laquelle l'humanité a un sens, un but, et évidemment les êtres humains qui la composent, nous avons aussi un sens, un but. Notre vie n'est pas quelque chose de fugace qui passe là sans rien. Nous avons un sens. Voilà, c'est la base de cette théorie. Alors, je vais reprendre, je travaille en ce moment, je m'appuie, disons, sur une série de François Châtelet sur France Culture à propos de l'histoire de la raison, l'évolution de la raison dans l'humanité. Et là, j'en suis à l'épisode 17 sur 20, la raison et société avec Hegel. C'est la dernière partie sur Hegel. Et donc, je lance cette vidéo et puis je commente, je découvre en même temps parce que je ne l'ai pas entendu avant et je commente ou je digresse à partir de cette écoute. Voilà, alors, hop, on y va. C'est très calme et la façon dont parle François Châtelet, c'était dans les années 70-80, c'est formidable. C'est vraiment, d'abord c'est pédagogique, puis c'est très agréable. Nous dit Hegel, qui suit en cela à la fois la leçon d'Aristote et celle de l'économie politique classique. Les hommes ne se contentent pas d'avoir cette relation de sang, les hommes travaillent. Alors voilà, donc pour resituer, c'est la 4e vidéo sur cet épisode 17, qui est plutôt consacré à l'État, et en fait à ce qu'il va transmettre à Marx, qui va venir après lui, donc. Et ce que Marx va utiliser, et en fait, là, ce qu'il a amené comme idée novatrice. Ils produisent. Donc les hommes produisent. Ils produisent et on dès le moment où ils on était en 1820, dans ces eaux-là, hein, quand il écrit l'histoire de l'État. Produisent et où ils consomment. Ça, c'est très proche de ce que pense ils entrent Marx. Dans le domaine économique, ils forment un système.
Par là, C'est il veut intéressant. dire que toute activité de production, celle d'une manufacture ou celle d'un artisan, entre nécessairement dans un contexte qui est, d'une part, celui de la distribution et celui de la consommation de ce qui est produit. Alors, on rentre là, les années 1820, on rentre dans l'industrialisation. Donc, il a vraiment une vision de la société telle qu'elle est en train de devenir. Hegel. Mais aussi entre en relation avec tous les autres types de production. Cet ensemble, ce système de la production, distribution, consommation, Hegel propose que l'on appelle cela société civile. La société civile. Je rappelle société civile. qu'en allemand, l'expression qui dit société civile peut être traduite aussi par société bourgeoise. D'accord. C'est le même adjectif, civil et bourgeois, qui est réciprocable. Voilà. C'est quand même intéressant parce que c'est les bourgeois qui ont fait plus ou moins la révolution en France et qui, justement, réclamaient de la liberté qu'ils n'avaient pas suffisamment, qui n'était pas assez prononcée pour leurs ambitions, qui étaient justement faire partir dans l'industrialisation, créer, entreprendre, etc. Donc, ils voulaient de la liberté, et c'est ce qui a amené cette révolution. Et donc là, on est 20 ans après la révolution, pas plus. Hein. Je pense que c'est ces années-là. Le même terme qui joue. Marx, d'ailleurs, dans sa critique, jouera de cette équivocité de la société civile. Ah, c'est intéressant. Or, je pense que Marx a et appris c'est là beaucoup où il se montre disciple de l'économie politique Hegel. Classique. Hegel insiste sur le fait que la société civile est, par définition, traversée de contradictions. Et de contradictions qui sont irrémédiables, irrécusables. Alors, c'est clair que quand on est devant la société telle qu'elle se déroule, mais à son époque comme à la nôtre, on voit les contradictions. On voit que le système, par exemple, là, apporte de la liberté. On est en plein dans un néolibéralisme qui s'est débarrassé du communisme et qui creuse les écarts de façon complètement indécente entre les riches et les pauvres. Alors que quand il y avait encore le communisme qui servait de garde-fou au capitalisme, le capitalisme ne creusait pas ces écarts. Au contraire, cherchait à offrir le plus de bonheur possible à la population totale. Et donc à aller plus vers de l'égalité, à soutenir les plus nécessiteux, etc. Et là, on voit que le capitalisme délaisse ceux qui sont sur le bord de la route, etc., parce qu'il est devenu tout puissant. Donc, on est dans un moment de contradiction. Mais à cette époque-là, c'était la même chose. Il y avait une contradiction, il y avait l'abus du patronat sur le monde ouvrier qui commençait à se constituer. Les usines commençaient à arriver, etc. Et là, c'est clair que ça a engendré une contradiction pour le philosophe qui est par nature écorché de l'injustice, écorché des mauvais traitements de ses congénères, etc. Il veut améliorer la société en faveur du peuple, en règle générale. Ce ne sont pas des contradictions avec synthèse. Ce sont des contradictions qui restent là et qui sont fructueuses. Alors, la contradiction majeure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est fructueux, bien sûr, parce que ça va engendrer une lutte pour
et rééquilibrer. Quand on est dans un moment d'injustice, quand l'injustice, elle n'est pas supportable, il y a des mouvements qui vont bouger, qui vont essayer de faire bouger les lignes. Alors là, ça a été, par exemple, pour nous, à ce moment-là, ça a été les Gilets jaunes, ça a été des sursauts de la gauche qui a voulu reprendre un petit peu du poil de la bête après avoir été écarté dans les années 90 à la chute du mur de Berlin. Et donc, voilà. Mais donc, ça engendre toujours quelque chose de positif, bien sûr. C'est pas la meilleure façon de gérer la société, mais c'est celle qu'on connaît. C'est la rivalité, c'est Voilà. le conflit pour le profit. Voilà. Alors, c'est vrai que le conflit, il est actif. Et les gens, le patronat se prive pas de dire, bon, c'est bon, il faut laisser le conflit, etc., etc. C'est pas, bien sûr, mais il ne faut pas qu'il soit au détriment de l'un ou de l'autre, ni du patronat, ni du monde ouvrier. Et actuellement, il est au détriment du monde ouvrier. Il y a eu des moments où il était au détriment du patronat. Bon, l'intérêt, c'est que ça soit équilibré. Là, ça ne l'est pas. Il est donc entièrement d'accord sur ce point avec Adam Smith et avec Ricardo. C'est le profit qui fait marcher la société civile. C'est grâce au profit que les hommes se lancent dans des entreprises et font progresser l'humanité. Voilà, alors c'était clair à cette époque-là, ça l'est encore aujourd'hui. Le progrès donc est engendré par l'idée du conflit, oui, bien sûr, parce on ne s'est pas hissé au niveau de conscience où on pourrait utiliser la coopération, comprendre que le patronat et le patron et l'ouvrier, ce sont deux coopérants, ils travaillent ensemble. Ils ne devraient pas avoir des visions, une en dessous en regardant en haut, l'autre en regardant en bas. Ça devrait être beaucoup plus horizontal, parce qu'en réalité, ni l'un ni l'autre ne sont des ennemis, au contraire. Et ça pourrait être de l'ordre de la coopération, de la fraternité, de l'amour, etc. Je développe sur ma théorie le fait que l'instinct pousse le patronat, malheureusement, à vouloir faire que le prolétariat, que ses ouvriers, ne soient pas heureux. Pourquoi ? Parce que le patronat, lui, accède au plaisir, mais pas au bonheur. Le bonheur, c'est autre chose que le plaisir. Le plaisir, c'est ce qui vient avec le pouvoir, avec l'argent, avec la richesse, avec le confort, avec le fait de pouvoir partir, voyager, avoir des loisirs tant et plus, etc. Ça, c'est le plaisir. Le patronat accède à ça. Mais il n'accède pas au bonheur qui est les rencontres, l'amitié, la camaraderie, le fait d'avoir le moins de soucis possible, de ne pas être dans le stress, d'avoir une vie peinarde, etc. C'est ce que réclament les ouvriers. Ils ne cherchent pas à devenir des patrons. Ils n'ont pas l'ambition de cela parce qu'ils cherchent à être heureux. C'est le bonheur de pouvoir avoir leur petite maison, des petites ambitions toutes simples à leur niveau, qui ne les stressent pas. Ça, c'est le bonheur. Et si le patronat donnait le bonheur, comme ça a été le cas dans les 30 Glorieuses, il nous donnait cette valeur-là du bonheur, parce qu'on progressait, on voyait qu'on évoluait, on pouvait se payer un appartement, se payer une baraque sans difficulté, on était peinard, relax, on cherchait pas à être... Il y avait un fonctionnariat très très intense, donc les gens étaient couverts, en somme, ils travaillaient pendant toute une vie sans avoir de soucis. Le fonctionnariat, c'était une évolution grandiose dans la société, parce que c'est
c'était l'inverse des lois de la nature où il y a la précarité, la dangerosité, etc., etc. Là, il n'y avait plus de danger, l'homme était peinard. Voilà, ben c'est le facteur de Tati, du film le Tati, ou les films qu'on voit à cette époque-là, où les gens, c'était vraiment cool. Bon, bref. Et ça, si le patronat quand le patronat donne ce bonheur aux ouvriers, lui, il se sent inférieur parce que le plaisir est inférieur au bonheur. Donc, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Et son narcissisme fait qu'il veut être supérieur à ceux qui les emploient. Il va tout faire pour montrer cet état-là. Mais c'est pas leur faute, c'est pas méchamment, c'est instinctif. C'est le narcissisme qui parle, c'est juste leur narcissisme qui les pousse à cette perversion. Voilà. Ces contradictions de la société civile, on peut les repérer à plusieurs niveaux. Il y a d'abord les contradictions des individus à l'intérieur d'une même profession. Ce sont les rivalités professionnelles que nous connaissons bien. Il y a d'autre part, précise Hegel, Tout ça sera dépassé dans le futur. La jalousie, la rivalité, la compétition, les trucs comme ça, tout ça est destiné à être dépassé. Voilà. Ça fait partie de, justement, cet état de perfection vers lequel on va. On atteindra la sagesse où on n'aura plus, on aura juste besoin du bonheur, de prendre du bonheur, le bonheur. Et le bonheur pour tous, pas que pour le bas, il n'y aura pas de bas, ça sera le bonheur pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'on construit sans le savoir. Conflit de profession à profession. Par exemple, les conflits entre la ville et la campagne. D'accord. Entre le profit industriel, nous dira Marx plus tard, et la rente foncière. D'accord. Il y a enfin les conflits entre ce que Hegel appelle la plèbe et la richesse. Il n'a pas encore de mots pour désigner cela. Il reprend. D'accord, la plèbe et la richesse. Le vocabulaire le patronat archaïque. Et le prolétariat. L'opposition entre la bourgeoisie qui possède les moyens de production et le prolétariat qui n'a pour seule ressource que de vendre sa force de travail. Donc Marx a repris totalement le travail de Hegel. Je ne savais pas du tout, mais c'est vraiment incroyable. Hegel a vraiment... Le travail d'Hegel, il est hallucinant, d'envergure, quoi, en réalité. Et selon Hegel, qui est ainsi l'inventeur de la théorie de la paupérisation absolue, qui n'est probablement pas chez Marx, mais qui est bien chez Hegel, les riches deviennent toujours plus riches et moins nombreux, et les pauvres deviennent toujours plus pauvres et plus nombreux. Alors ça, c'est très intéressant, voilà. On est dans un moment comme ça. Un moment où les écarts entre riches et pauvres se creusent depuis les années 90. Avant, ça l'était pas en 80. À partir des années 80, on va dire. Avant, c'était pas le cas. Pourquoi dans les 30 Glorieuses? Pourquoi, au contraire, les choses se resserraient? Eh bien, justement parce que, à partir des années 90, le communisme est tombé. Tant que le communisme était un challenger pour le capitalisme se tenait à carreau. Il ne pouvait pas envoyer, s'il se comportait mal, s'il se comportait comme aujourd'hui, il aurait envoyé au communisme qui était déjà une force balèze. Il y avait l'URSS qui était encore en place, etc. Le Parti communiste qui faisait 30% ou quelque chose comme ça. Donc il y avait une véritable force. Donc c'était
le capitalisme était obligé d'être social, de donner des acquis sociaux, de développer, de rendre heureux les ouvriers, de donner du bonheur aux gens, de pas les embêter, de pas stresser, de faire tout pour le mieux possible, parce qu'il avait ce challenger. À partir du moment où le capitalisme a flingué son adversaire, pour un temps, parce que le communisme n'est pas fini, à mon sens, c'est quelque chose qui est en devenir. Mais l'idée, le fondement a expurgé de la dictature du prolétariat et de tout ce qui est négatif. Mais les grandes valeurs de fraternité, d'égalité, elles sont dans l'avenir de l'humanité. Et donc là, ce creusement des écarts, il y a des moments où il explose, et il y a des moments où au contraire ça se rétrécit. Donc c'est pas une fatalité, c'est une fatalité quand le capitalisme n'a pas de garde-fou, quand le capitalisme n'a pas de système qui le régule. Quand il prend les médias, quand il parvient à s'acheter les médias, comme c'est le cas aujourd'hui, toutes les chaînes de BFM, CNews, LCI, TF1, etc., ce sont les chaînes du capital, parce que c'est des oligarques qui les tiennent. Et les oligarques, ils sont pas à la CGT, ils cotisent au MEDEF. Donc c'est des chaînes du MEDEF, voilà. Et sauf que on s'en rend pas compte. Et donc, évidemment que dans cet état de toute puissance, s'il avait joué le jeu, et même lui, il a compris, même le capitalisme a compris que c'est un danger pour lui d'être dans cette toute puissance. Il a essayé de réguler, de faire monter les syndicats, de redonner, de retrouver, mais il peut plus y parvenir tout seul, parce que une fois qu'on a goûté à la toute-puissance, c'est compliqué de dire, bon, allez, ok, remettez-moi des bâtons dans les roues, retenez-moi, quoi. Non, c'est compliqué pour le capitalisme actuel. Et donc, il s'avance vers le pire, c'est-à-dire vers une révolution contre lui, quoi. Il ne peut pas faire autrement que d'avancer vers l'obscénité qui va faire que la dernière goutte d'eau va déborder et on passera comme on est passé de l'aristocratie à la République avec une violence, eh ben on sera obligé de passer du capitalisme au symbiotisme, à un système beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus juste, de manière, à mon sens, violente, parce que il ne peut pas, le capitalisme ne peut pas se réformer de lui-même, ne peut pas changer par la conscience. Il ne peut pas, il n'en est pas capable, mais c'est le lot de l'humain en règle générale. Si on a un pouvoir, voilà, je suis là, si demain on vient, on me dit, bon, il faut que tu partages ton bien, là, il faut que tu accueilles, etc., je vais pas accepter, ou ça va être difficile, voilà, pour passer d'une zone de confort à quelque chose de moins confortable, c'est très dur, il faut presque être un saint pour pouvoir passer comme ça sans rien dire, quoi. J'insiste beaucoup, ces contradictions sont irrémédiables. On ne peut pas les dépasser. Et elles sont fructueuses. Elles sont peut-être irrémédiables et fructueuses, mais elles ne sont sûrement pas sans danger pour la collectivité. Bien sûr, elles voilà. risquent de devenir insupportables pour le plus grand nombre et ainsi Exactement. de désarticuler la société. Complètement. Alors, et c'est ça qui conduit à la révolution, à la révolte. La société civile s'efforce d'inventer des solutions pour éviter que ces contradictions ne compromettent l'unité du corps social. Bien sûr, et c'est là où, normalement, il y a des oppositions, il y a des syndicats, et le patronat devrait comprendre que
c'est important qu'il ait des garde-fous. Il devrait lâcher les médias de manière à ce que les médias puissent le critiquer, puissent dire c'est pas juste, c'est pas bien ce que vous faites. Voilà, les médias, ils lui ont laissé un boulevard, faire des choses qui sont complètement obscènes, horribles. Dans le patronat en réalité, ravager des acquis sociaux, faire réduire les services publics, ponctionner, enfin, voilà, il a rendu malheureux l'humanité, voilà, par sa toute-puissance, comme n'importe quoi, un mec qui serait tout-puissant dans ce village, et qui ferait ce qu'il voudrait, il rendrait malheureux tout le village jusqu'à ce qu'on le chasse, jusqu'à ce que les gens disent « ça suffit ». Si un mec vient, il rentre, il dit « bon, ce soir, je viens, fais-moi un repas, je mange ici, là. Tiens, demain, toi, tu me laisses ta compagne, tu vas là-bas, toi, tu me laisses ta voiture, je m'en vais, etc. » Voilà, quelqu'un qui serait dans un état de toute puissance. Il y a des endroits où ça se passe, quand c'est des mafias, quand c'est la guerre, quand c'est voilà, des zones de non-droit, c'est des choses qui existent comme ça et qui s'imposent par la violence. Et ben, c'est ce qui fait là, le néolibéralisme, le capitalisme, le patronat s'impose par la violence. Et son bras armé qui est la politique, parce que le politique aujourd'hui, il appartient à l'oligarchie, pas au peuple. Eh ben, il lui permet de faire n'importe quoi. Les élections sont perdues, mais il va quand même donner la gouvernance à ceux qui sont proches du patronat. C'est exactement ce qui se passe avec la gauche a gagné, le NPF, et et Macron a donné le pouvoir au perdant, mais qui est le plus proche du patronat. Et c'est pas pour rien que le patronat préfère l'extrême droite à l'extrême gauche, parce que l'extrême droite est exactement dans le même truc élitiste, alors que la gauche réclame du social, critique le patronat, etc., etc. Donc elle l'empêche d'être tranquille, quoi. Et c'est ce qu'ils supportent pas. Voilà. Et d'une manière extraordinairement prophétique, car c'est un texte, je le répète, qui date de 1821, il montre, 1821. alors cela n'est pas prophétique, c'est assez banal, que les guerres internationales sont destinées précisément à écouler des produits sans avoir à les vendre. Ça, c'est incroyable. La consommation guerrière. Alors, dit le mauvais adage, le seul moyen de donner quelque chose à quelqu'un sans le lui faire payer, c'est de lui envoyer sous la forme d'obus. Hein. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable quand même, parce que on comprend pas à quel point c'est une fatalité du capitalisme, les guerres qui se passent là. Pourquoi on en arrive à ce degré? Quel est le rôle des industriels là derrière? Quel est le rôle des industriels? Ça, il faut vraiment capter, il y a quelque chose, et puis c'est carrément indécent, parce que on sait les ravages maintenant, on a eu le Vietnam qui a été filmé à bloc, ben voilà, et ben ils ont réussi, ce système militaro-oligarchique, à faire que les médias, en prenant les médias, ils ont réussi à faire que les médias n'ont plus montré les ravages de la guerre, pendant la guerre du Golfe, la guerre d'Irak, ils ont été embedded, donc ils ont suivi les Américains, donc les Occidentaux, les militaires, quoi. Ils n'ont pas été de l'autre côté pour voir que ça déchiquetait des gens, que ça extropiait des gens, que ça terrorisait à vie des enfants, des femmes, etc., que c'était une catastrophe. Non, ils n'ont rien montré. Alors que leurs prédécesseurs de ces journalistes-là, pendant la guerre du Vietnam, eh ben, ils ont montré justement, et c'est ce qui a permis d'arrêter la guerre. Et le fait d'avoir été acheté par l'oligarchie fait que la corruption par l'argent
qu'on connaît maintenant des médias est beaucoup plus intense et plus forte que la censure politique. Quand c'était le politique qui censurait, le journaliste, quand on lui a enlevé quand on le censurait d'un article, il laissait un blanc en disant voilà, ici on m'a pas laissé dire mon truc. Donc c'était une vraie le fait d'être censuré, ça donne le courage de se révolter. Le fait d'être surpayé, comme les médias actuels sur BFM, sur ceux qui présentent ces émissions-là, qui font la pluie et le beau temps, ils sont surpayés. Donc là, c'est fini, ça fait taire tout le monde. Parce que qu'est-ce qu'on va défendre? On va pouvoir défendre des gens qui vivent dans l'indigence. Non, c'est impossible. Voilà, voilà, il les a sortis d'un milieu qui était proche des gens ordinaires pour les faire passer dans l'élite, dans les 5% des mieux payés dans ce pays. Hein. C'est un mec qui touche 20 000 balles par mois ou même 10 000 balles, il est dans les 1% ou les 5%, je ne sais pas combien. Donc c'est fini, quoi. Il n'y a plus de contestation. Et c'est là où le patronat, donc cette oligarchie, elle utilise la corruption tout simplement pour s'imposer. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus dur à contester, à renverser, en fait, que le politique. Mais ce qui est original, c'est que la qu'il censure. découvre dès cette époque-là la fonction de la colonisation. La colonisation est un moyen de remédier aux conflits de la société civile en ouvrant, par exemple, d'autres marchés ou en trouvant d'autres sources de matières premières. Bien sûr. Mais, nous dit-il, malgré les guerres internationales, malgré la colonisation, la société civile est toujours dangereuse. Alors que faut-il? Il faut donc passer à un stade supérieur. Eh bien, c'est ce que nous ferons demain. Je vous rappelle, en attendant demain, que vous pouvez retrouver ces entretiens dans un livre intitulé aussi « Une histoire de la raison », publié au Seuil dans la collection Point Science. Donc, demain, en principe, c'est Marx, justement. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qui va changer, quelles sont les propositions pour sortir ça. Et effectivement, il faut sortir de ça, parce que là, on le voit, on en sort quoi qu'il arrive, mais lentement, parce que l'agonie du capitalisme, des colons, de l'esprit colonial et de l'Occident est lente et elle est difficile, parce qu'il ne faut pas se leurrer, notre oligarchie, l'oligarchie occidentale, les dominants occidentaux, les pouvoirs, les politiques occidentaux ont gardé, sans le vouloir, c'est pas leur faute, mais ils ont le poids de 500 ans de colonisation, 600 ans d'esclavagisme et de colonisation qui ont formé l'esprit occidental au narcissisme. Pour quelle raison? Parce que pour coloniser un peuple, c'est un petit groupe qui colonise. Hein. Il y avait peut-être 10% d'occidentaux et 90% d'indigènes. Pour tenir tout ça, il faut le faire par la terreur, par la violence, par la dureté, par un système policier, un système pseudo-dictatorial dans ce système. Mais surtout, ça oblige le colon à se croire supérieur, à se dire supérieur, à penser qu'il est plus beau, plus grand, plus intelligent, plus fort, plus ci, plus ça, pour pouvoir asservir l'autre. Parce que sinon, on ne peut pas. Si on se sent à égalité, si c'est un chrétien, s'il a l'esprit trop chrétien qui se sent égal à celui qu'il colonise, c'est fini. Il rentre dans la fraternité, il abandonne la colonisation, il partage.
Donc, ça a obligé à un narcissisme inouï de la part des dominants. Et pareil pour les esclavagistes. L'esclavagiste, on peut mettre en esclavage quelqu'un uniquement si on pense que notre valeur est 1000 fois supérieure que la sienne, que lui, il est rien et que c'est même pas un être humain, puisqu'on peut en faire un objet, etc. Donc, ça a engendré chez nos dominants, dans l'esprit dominant occidental. Bien sûr, c'est général, c'est pas particulier. Évidemment, il y a des dominants qui sont anti-esclavagistes, etc., qui luttaient contre ça. C'est bien sûr, mais c'est l'ambiance générale. Eh bien, ça a donné ce narcissisme hallucinant et qui est pas loin de la psychopathologie. Hein. C'est très proche du psychopathe à ce niveau-là. Et donc, l'Occident est surchargé de ces dominants-là, de cet esprit dominant. Et là, il est obligé de passer au partage du pouvoir à la fin de la colonisation. Donc, il est passé par la post-colonisation, une colonisation indirecte, etc. Il n'y arrive pas, quoi. Ça peut pas se faire de façon brutale. Ça y va, voilà, etc. Et là, le dernier nœud qu'il faut qu'il avale, l'Occident, eh ben, c'est d'aller vers le partage, vers le truc. Alors, il cherche les moyens de sortir le mieux possible, mais bon, voilà. Donc, et cette société civile enfin, c'est pas cette société civile, c'est ce système dominant là qu'il faut transcender. Parce que l'humanité, dans 100 ans, même pas, peut-être bien avant, mais disons que dans 100 ans, l'humanité, elle sera passée du libéralisme à la symbiose, au symbiotisme. C'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Mais c'est le symbiotisme qui nous attend. Quelque chose comme ça, quoi. Un truc qui va prendre le meilleur du communisme, le meilleur du libéralisme, le meilleur de l'anarchisme, le meilleur du spirituel, le meilleur, etc. Qui va prendre le meilleur avec une vision vraiment claire du bonheur du peuple humain dans sa totalité. Pas le bonheur des Occidentaux au détriment des autres, pas le bonheur des autres au détriment des Occidentaux, ou quoi que ce soit. Là, une vraie égalité. Et ça, c'est ce qui attend l'humanité très rapidement, parce que l'Afrique nous talonne, le réclame à bloc, et ça ne va pas pouvoir tenir longtemps. Là, il y a eu un vote à l'ONU, je crois qu'il me semble que c'est le Sénégal et puis le Congo qui se sont abstenus dans quelque chose qui voulait réclamer des compensations à l'Occident pour tout ce qu'il a mal agi, tout ce qu'il a pillé, tout ce qu'il a, etc., etc. Donc, il y a eu quelque chose comme ça, deux pays qui se sont abstenus, et je pense que ça a dû arrêter le truc. Mais la prochaine fois, c'est fini. Voilà, ça freine, ça atterrit en douceur, parce que c'est comme ça dans l'évolution de l'humanité, et c'est pas plus mal que quelque chose de brutal. Mais on y va, quoi. Voilà, il n'y a pas de... la résistance, et la résistance entre les réactionnaires qui veulent que rien ne bouge et les progressistes qui veulent que ça bouge brutalement, le travail entre les deux, la lutte entre les deux fait que l'humanité y va en douceur, mais elle y va sûrement. Voilà. Eh bien, on est arrivé au bout de ce 17e épisode, mes amis. Voilà, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt, ben vous mettez des pouces, vous abonnez, vous envoyez le lien à vos amis, vous laissez des commentaires, ils sont les bienvenus, des critiques, tout ce que vous voulez.
Et j'ai pas du tout, j'accepte vraiment les critiques claires et nettes. Et puis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien en dessous. J'explique tout ça depuis 25 ans maintenant. Voilà. Et il y a eu presque 20 millions de passages sur ce site. Donc, ça fait son travail quand même, cette idée. Mais voilà, peut-être qu'il faut l'accélérer un peu, j'en sais rien. C'est ce qui devra venir viendra. Voilà, les amis. Et merci de votre présence, même silencieuse. Je sens que c'est là. Je vois le nombre de passages qui ne cesse d'augmenter. Et voilà. Et puis, franchement, merci. Au revoir.